tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Comme tous les vendredis, on commencera cette émission par votre rubrique L'art à la une. Sybille Aoujane, notre spécialiste du marché de l'art, nous rejoindra pour tout nous dire de l'actualité du secteur, très impacté, vous verrez, par la crise ukrainienne. Son invité ensuite sera Inès Léonarduzzi, directrice générale de MTArt, la première agence spécialisée dans la gestion d'artistes. Nous ferons donc un focus sur ce nouveau business. Et puis, dans Jeux Patrimoine, comment bien rédiger son testament? Divorce, vie en concubinage, l'évolution des modes de vie peut parfois compliquer la succession. Rédiger un testament permet donc de s'assurer du bon respect de ses dernières volontés. Mais comment on fait? La présence d'un notaire est-elle obligatoire? Testament, mode d'emploi, ce sera en deuxième partie d'émission avec Antoine Hurel, notaire et porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Smart Patrimoine, c'est parti. Et d'abord, comme tous les vendredis, je vous le disais, votre rubrique L'art à la une pour tout savoir des dernières actualités du marché de l'art. Sybille Aoujane est avec nous. Bonjour Sybille. Bonjour Eva. Vous allez bien? Oui, très bien. Un marché de l'art, je le disais en préambule de cette émission, lui aussi impacté par le conflit en Ukraine et les sanctions économiques internationales, Sybille. Oui, alors du coup, le monde de la culture est en émoi face à cette guerre menée en Ukraine. Les artistes se sont exprimés, certains quittent leurs fonctions, par exemple l'équipe du pavillon russe de la Biennale de Venise qui va avoir lieu en avril. Mais au sein du marché de l'art, surtout, certaines initiatives de soutien voient le jour, comme par exemple à Art Genève, qui est la foire qui a lieu en ce moment même, qui a commencé le 3 mars et qui se terminera le 6 mars 2022. La galerie Pace a annoncé que le produit de ses ventes sur cette foire sera reversé au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La galerie Pace expose un solo show de Lucas Samaras. Et donc cette foire, Sybille, est-ce qu'elle aussi elle va subir des conséquences de ce contexte international? Alors Art Genève, voilà, qui est fête aussi ses 10 ans, ouvre pendant cette semaine de conflit et elle sera la première à tester la réaction du marché. Le directeur de la foire, Thomas Hugues, auprès des Échos, dit qu'il n'est pas inquiet. Notre clientèle est plutôt suisse et française, dit-il. Je ne pense pas que les événements actuels aient un impact fort sur la fréquentation. En vente aussi, durant cette foire, il y aura l'artiste d'origine ukrainienne mondialement connue, Sonia Delaunay, qui est vendue par la galerie française Le Minotaure. Sybille, les sanctions internationales, elles ont un impact sur le marché. Alors effectivement, certains avoirs d'oligarques russes vont être gelés. Donc, ce sont des clients potentiels pour des ventes à très hautes estimations. Mais l'impact ne devrait pas être si fort à ce niveau-là. Les tensions se cristallisent surtout autour de la maison de vente Philips, qui est détentue à 100% par le groupe de luxe russe Mercury. Alors, les deux présidents de Mercury ne sont pas sur les listes noires des gouvernements européens. Mais certains collectionneurs appellent au boycott, comme Matthew Gerling, qui est l'ancien PDG de Bonhams, cette autre maison de vente, qui s'exprime auprès de The Art Newspaper. Il dit que seul un boycott des ventes de Philips attirera l'attention du monde et des propriétaires de Mercury pour, espérons-le, influencer Poutine à changer son plan d'action actuel. De son côté, Philips exprime que les sanctions ne devraient pas atteindre ses activités. Philips condamne les actions de Vladimir Poutine et la maison de vente a réalisé un post sur Instagram qui a fait réagir beaucoup d'internautes. Et aussi, la maison de vente a indiqué reverser les frais liés à la vente qui a eu lieu hier soir à la Croix-Rouge Ukraine. Et pourtant, c'était une semaine importante pour Sotheby's et Christie's, Sybille. Oui, alors on remarque que tout le monde de l'art ne s'est pas non plus figé à ces actualités. Il y a tout de même eu de très belles ventes. Christie's qui a organisé un programme de dialogue entre sa maison de Londres et sa maison à Shanghai. C'est autour d'une vente qui s'appelle Shanghai to London, tout simplement. Cette vente est particulière parce que Christie's inaugure ainsi un nouvel espace en Chine et a retransmis les enchères à Londres puis à Shanghai. C'était une vente qui s'appelait Chef-d'œuvre de l'art moderne et contemporain qui a eu lieu le 1er mars et qui a totalisé 297,4 millions d'euros. Un record pour ce type de vente, 90% des lots ont été vendus. Dites-nous tout des grands succès de la soirée, Sybille. Alors notamment, il y a eu Les Renards de Franz Marc, qui est un artiste allemand qui est représenté par le mouvement
Blaureiter, vendu pour 51,2 millions d'euros. C'est un record pour l'artiste. Bien sûr, il y a eu le triptyque 1986-87 de Francis Bacon, vendu pour 46 millions d'euros. Un autoportrait de Picasso, La fenêtre ouverte, pour 19,6 millions d'euros. Et Lucian Freud, son œuvre Girl with Closed Eyes, adjugée à 18 millions d'euros. Et puis pour Sotheby's aussi, c'était une belle semaine avec 2 ventes jointes qui ont fait un résultat de 266 millions d'euros, propulsés par la vente record de Magritte. L'Empire des Lumières, cette toile énigmatique de Magritte, a été adjugée pour la somme de 71,5 millions d'euros, le tableau le plus cher de l'artiste. Alors une belle réussite pour Sotheby's qui a plutôt essuyé un flop d'une vente NFT il y a quelques jours auparavant. Donc de belles réussites, c'est ce qu'on retient malgré un contexte international un peu tendu, un peu compliqué. Merci Sybille. Votre invitée aujourd'hui, je le disais aussi tout à l'heure en préambule de cette émission, c'est Inès Léonard-Dusy, directrice générale de MTR. Bonjour. Bonjour. Bienvenue Bonjour, sur merci. le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup de nous accompagner. Inès Léonard-Dusy, on connaissait les agents d'acteurs, les agents de sportifs aussi, beaucoup moins les agents d'artistes. Nous allons donc tenter ensemble ce matin de comprendre ce marché plutôt récent, je crois. Première question, en quoi consiste votre travail alors très exactement? Expliquez-nous. Alors en effet, notre travail, on est agent, on représente des artistes. Alors étonnamment, on dit qu'on est une agence d'art parce que finalement, on adresse tout le secteur. Et on sait, comme vous l'avez très bien dit, on s'est inspiré des modèles d'agents de sportifs, d'agents d'acteurs, avec le constat de Marine Tanguy, qui est la fondatrice d'MTR Agency, qui est que, en effet, le marché de l'art doit se structurer et la carrière d'un artiste doit aussi faire état d'un modèle économique viable pour lui. Sinon, on se retrouve dans des bulles avec certains artistes qui sont valorisés à travers les siècles et qui dépassent les siècles. Et puis, on a des grandes galeries aussi, pareil, qui vont faire monter des artistes en puissance. Et puis, on a plein d'autres artistes, des milliers, des millions d'artistes qui peinent, parce que c'est pas leur métier, à trouver leur voix et comment est-ce que je deviens la personne que je dois devenir. Alors nous, voilà, notre métier, ça va être d'adresser de manière 360 degrés la carrière d'un artiste, tant sur le plan média, sur le plan institutionnel, l'art public dans les villes et les collectivités, mais aussi la relation collectionneur. Donc l'idée, c'est vraiment les partenariats avec les grandes marques de luxe. Et c'est ce qu'on fait avec une quarantaine d'artistes, un peu plus maintenant. 40, donc vous avez 40 artistes au sein de votre agence? Un petit peu plus, une quarantaine d'artistes entre Londres, Paris. On a des artistes en Amérique latine. On adresse de plus en plus le marché africain. On regarde de très près cette semaine, justement, dans mon bureau parisien, le marché asiatique. Donc, on est une des premières agences d'artistes, d'art. On est présent aujourd'hui sur le monde entier. On regarde aussi beaucoup les marchés moyen-orientaux et américains. Comment vous faites pour choisir les artistes? Vous recevez des dossiers auprès de l'agence et après vous les analysez? On reçoit tous les jours des candidatures d'artistes pour être représentés, donc ce qui est aussi un signal très fort de demande de ce marché. Comment on les sélectionne? D'abord, il y a plusieurs choses. D'abord, on a un comité de sélection, parce que ce serait beaucoup trop impartial de dire « Ah, ben, soit je t'aime bien, on y va ». Alors évidemment, nos avis sont importants, mais on s'est déjà vu refuser des candidatures qu'on adorait par notre comité. C'est l'artiste qui est refusé? Non, oui, le comité. Non, le comité, il arrive que parfois le comité refuse des artistes que nous, on souhaite défendre, des candidatures qu'on reçoit. Et parce qu'en fait, et ça ne veut pas dire que l'artiste n'est pas assez bien, c'est que nous, on a un regard... Notre travail, c'est de faire collaborer un artiste avec des villes, avec des maisons de luxe, avec des grandes entreprises, de dialoguer, de savoir prendre la parole dans les médias. Et il y a des artistes fabuleux qui n'ont pas envie, ne veulent pas faire tout ça. Et finalement, leur place est vraiment sur un schéma très galerie où le galeriste prend en charge la vente d'œuvres et ça lui va très bien. Donc nous, on a besoin de retrouver un certain modèle, une personnalité, une envie, une désirabilité d'une carrière telle que nous, on les promeut. Donc, il faut vraiment comprendre que un modèle d'agence ne peut pas adresser tous les artistes. D'être un excellent artiste ne suffit pas. Cette stratégie-là, vous l'élaborez avec lui, avec l'artiste? Complètement. Oui. Une fois alors évidemment, quand on rencontre l'artiste la première fois après avoir candidaté, parfois on les approche aussi, évidemment. On a ce dialogue-là. Qu'est-ce que c'est qu'une agence d'art et qu'est-ce que c'est que le métier d'agent d'artiste? Donc là-dessus, il faut être très clair. Qu'est-ce que c'est par rapport à une galerie d'art? Quel travail vous allez faire différemment? Le travail, c'est que
Moi, mon métier au quotidien, c'est de passer du temps avec les journalistes, leur dire, voilà, cet artiste, voilà pourquoi elle ou il est important, voilà pourquoi elle change le regard de manière globale, et voilà pourquoi il faut que vous en parliez. Donc ça, c'est par exemple un premier métier qui n'est pas forcément celui du galeriste. Je fais grandir tous les jours mon réseau de collectionneuses et de collectionneurs. Je fais des visites studio, je fais des rencontres avec l'artiste, et donc je m'adresse directement aux collectionneurs, mais également aux marques. Donc je passe du temps avec les directions marketing, communication, les directions engagement, RSE, pour travailler différemment avec l'art comme outil autour de leur sujet. Donc c'est un travail aussi là vraiment purement d'agence. Et puis j'ai toute la relation avec les institutionnels, les mairies, les musées. Et ça, pareil. Donc là, on est sur un gros projet à Bruxelles, un autre gros projet avec le Rockefeller Center à New York. Donc le métier qu'on a, finalement, c'est ce que j'expliquais, il est très global. Quand dans une galerie, on exprime vraiment, et surtout le fait de vendre, la volonté de vendre des œuvres dans une galerie. Et puis on peut décrocher un artiste et dire, bon bah ça y est, on arrête. Et nous, nos artistes, on les a. Par exemple, je pense à David Servan-Schreiber, qui a été le premier artiste signé par Marine Tanguy. Et il est là depuis maintenant plus de 7 ans. Sa carrière a décollé incroyablement. Il est collectionné dans le monde entier. Et nous, c'est ce qu'on fait. On est sur le long terme. D'ailleurs, on participe pour partie aux frais de studio de nos artistes. Donc, ce n'est pas seulement des personnes qu'on va voir quand on doit vendre une œuvre ou un partenariat. On les appelle tous les mois, parfois plus, selon les besoins, pour savoir où est-ce qu'ils en sont. Vous me le demandiez tout à l'heure, quand ils arrivent, une fois qu'on a signé le contrat, on dresse ce que nous, on appelle la Dream List. Donc, c'est tout ce que vous avez envie de faire en tant qu'artiste dans les 5 prochaines années. Et nous, on essaye de coller au maximum à ça. Donc, voilà ce que c'est que notre métier. Et vous parliez du business des artistes que vous travaillez avec eux. Qu'est-ce qui a changé désormais comment les collectionneurs peuvent mieux acheter des œuvres d'art? Qu'est-ce qui change en termes de business autour de l'artiste? C'est qu'en fait, je me rappelle un jour, je discutais avec Marine, donc la fondatrice de cette agence, et elle me disait, quand je travaillais dans une galerie à Los Angeles qui est une ville de cinéma où on croise tout le temps des acteurs, et elle me disait, je voyais les gens tomber par terre à la renverse quand ils croisaient un grand acteur ou une grande actrice. Et finalement, pour les artistes que moi j'adorais, desquels je rêvais, les personnes ne savaient qui c'était, personne ne se retournait sur eux parce qu'ils étaient de parfaits anonymes. Et donc, c'est de là qu'est né son désir. Elle a dit, en fait, la carrière d'un artiste dans une galerie, elle est très bien, elle est représentée, mais encore faut-il que la galerie soit représentée elle-même, qu'elle ait une belle visibilité, qu'elle ait une légitimité. Mais comment est-ce qu'on fait pour, sur le temps long, garantir qu'un artiste va avoir la trajectoire qu'il peut avoir. Et donc c'est là où ça change complètement le modèle. C'est que sur le plan économique, un artiste qui va signer avec nous en agence va pouvoir démultiplier son portefeuille d'opportunités. Il va rencontrer les collectionneurs. Nous, les collectionneurs, on travaille aussi avec eux d'une manière différente, parce que vous allez me dire, bon bah là-dessus, comment ça se différencie d'une galerie? Déjà, nous, on prend moins de pourcentage parce qu'on estime que le travail est moindre. Là où le pourcentage ressemble à celui d'une galerie, c'est plus sur les collaborations marques ou collectivités, parce que ça nécessite de nombreux jours de travail, parfois plus des semaines et des mois. Mais sur la vente d'œuvres, si demain vous achetez une œuvre d'un de nos artistes, vous allez l'accrocher sur un mur chez vous. Alors, à partir de là, quand vous achetez traditionnellement, on ne sait pas ce que va devenir l'artiste, et donc cette œuvre peut perdre sa valeur. En revanche, une fois que vous l'avez accroché chez vous, moi je vais continuer à travailler sur sa valeur, parce que cet artiste, je vais le faire travailler avec une grande maison de luxe. Je vais l'exposer dans une grande ville du monde. Et donc, gentiment accroché à votre mur, votre œuvre continue de prendre de la valeur, parce qu'en achetant chez nous, chez nos artistes, eh bien, vous savez que leur carrière est prise en main, pas sur quelques mois, le temps d'une exposition, mais sur le temps d'une vie. Parce qu'on n'a aucune limite dans nos contrats qu'on signe avec nos artistes. C'est un modèle plus adapté à l'époque aussi, c'est ce qu'on a l'air d'entendre dans ce que vous dites, ce modèle-là d'agence d'artistes. C'est plus adapté à l'époque dans laquelle on vit. C'est un modèle plus moderne peut-être aussi. C'est bien plus moderne. Je pense à une première chose quand vous me posez la question, c'est on n'a pas d'exclusivité. On refuse d'enchaîner. On est une bicorp, c'était très important. La première du secteur en Angleterre. Donc ça veut dire qu'on a des engagements très forts sur le plan social, sociétal et environnemental. Mais on ne
ne signe pas d'exclusivité avec nos artistes, c'est-à-dire évidemment une exclusivité d'agence, mais ils ont le droit d'avoir des collectionneurs de leur côté, de vendre aussi leurs œuvres, ils ont le droit d'avoir des deals avec des marques. Et puis, Oui, c'est ça, sur ce rapport un petit peu marketing, est-ce que là aussi vous avez un regard très moderne, parce que certaines personnes pourraient trouver ça un petit peu, c'est dégrader l'art entre guillemets, que d'avoir un artiste qui travaille avec des marques. Et là, pour le coup, vous avez un regard plus moderne, un peu moins conservateur à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a observé que vous avez... oui, je ne pense pas que ce soit d'époque de penser que la démocratisation de l'art le vulgarise et amoindrit sa valeur. Au contraire, je pense que l'art prend un aura complètement différent quand il s'expose dans des lieux où on n'a pas l'habitude de les voir. En fait, il y a toute une partie de la population, et pas forcément les personnes les moins privilégiés auxquels on peut penser par cliché, mais vous avez plein de gens qui viennent de la classe moyenne, qui sont des gens très très bien, qui font des études, qui ont des carrières, mais qui ne vont ni dans les musées ni dans les galeries, parce que pour eux, c'est pas leur monde. Et à partir du moment où on ouvre ce champ des possibles, là on voit qu'il y a des grandes différences qui s'opèrent. Par exemple, les femmes représentent 15% des collectionneurs dans le monde, chez nous c'est 55%. Donc déjà, ça crée une grande différence. Par ailleurs, les collectionneurs dans le monde ont plus de 45-50 ans. Nous, ça commence à 30 ans. Parce qu'en fait, on essaye aussi de trouver les artistes le plus tôt possible et de faire investir des personnes, des femmes, des hommes, des jeunes, des gens plus mûrs sur des artistes qui sont émergents et qui vont grandir très vite. Parce que justement, dans un temps où avant les artistes devaient se débrouiller tout seuls, avec un peu de chance, ils ont une bonne galerie, mais ça prend énormément de temps d'apparaître dans les médias, dans les magazines, de faire les bonnes collaborations avec la marque qui va bien, etc. Nous, puisqu'on travaille et que c'est notre seul métier, finalement, ça va beaucoup plus vite. Donc la valeur de votre investissement, elle est aussi beaucoup plus rapide. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Merci Inès Léonard-Duzy, directrice générale de MTR. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci Sybille. On vous retrouve vendredi prochain, bien sûr, pour un nouveau focus sur le marché de l'art. Merci à toutes les deux. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, comment rédiger son testament, essentiel pour organiser au mieux sa succession et le partage de ses biens. Sa rédaction répond toutefois à des règles très précises, sans quoi vous prenez le risque qu'il ne soit pas valide. Mode d'emploi, donc, aujourd'hui avec Antoine Hurel, notaire et porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, Antoine Hurel. Première question, il existe, je crois, plusieurs types de testaments. Est-ce qu'on peut expliquer les différents types de testaments tout de suite? Tout de suite. Alors avant tout, il faut expliquer qu'un testament, c'est une disposition écrite qui va permettre de disposer de ses biens au moment de son décès. Il n'est pas automatique, ce testament, il n'est pas obligatoire, parce que dans certains cas, la loi déjà prévoit la répartition des biens. En revanche, effectivement, quand vous voulez déroger partiellement à la loi, ou lorsque vous n'avez pas d'héritier automatiquement désigné par la loi, il faut absolument faire ce testament. Et vous le disiez très justement, il est très important de bien le rédiger parce qu'il peut être contesté lors de la succession. En clair, il y a deux sortes de testaments. Un testament que vous pouvez faire seul chez vous, qui s'appelle un testament holographe, écrit de votre propre main, et puis un testament authentique qui, lui, revêt la forme notariée, un peu plus solennelle, et qui, lui, à ce moment-là, sera reçu par deux notaires. Donc, holographe, il faut qu'il soit écrit, daté et signé de la main. Impératif qu'il soit exclu, notamment d'être tapé à l'ordinateur, ça ne fonctionne pas. Et ça sera une cause de nullité. Donc ça, c'est très important. Pareil, vous êtes un couple, c'est un testament par personne. Vous ne pouvez pas faire le testament ensemble dans un même et seul testament. Concernant ces deux types de testaments, Antoine Hurel, leur valeur juridique, elle est la même? Elle est différente? Elle est la même, puisque un testament, c'est un acte tellement important qu'il est reconnu, sauf vice de forme grave. Mais il a été reconnu des testaments sur des portes de prison, sur des post-it. Donc la valeur du testament et de la disposition testamentaire est essentielle. Après, ce qu'on conseille, bien sûr, c'est de le déposer à minima lorsqu'il est holographe chez un notaire. Pourquoi? Parce que si il est même bien fait et qu'il est entre deux bouquins dans votre bibliothèque et que personne ne le retrouve, eh bien vous aurez fait quelque chose pour rien. Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé que lorsque une personne est décédée, on cherchait ses héritiers et on était persuadé qu'il y avait un testament et les déménageurs
ont retrouvé le testament entre 2 bouquins. Et ça a changé totalement. Donc pourquoi... Donc même quand on le fait chez soi... Déposez-le chez un notaire. Ça ne coûte pas grand-chose. Il sera inscrit dans un fichier national des notaires, qui s'appelle le fichier des dernières dispositions, qui fait que quel que soit le moment ou l'endroit où vous décédez, que ce soit à Lille, à Marseille, si vous avez fait votre testament en Corse ou à Paris, on retrouvera ce testament. Donc c'est très très important. Ensuite, il peut être testament authentique. Vous parliez de la sécurité juridique. Il est évident que si il y a des contestations qui sont envisagées, bien sûr, il faut mieux le faire notarié. À ce moment-là, ça sera avec 2 notaires ou un notaire et 2 témoins. Et là, on est sûr qu'il ne sera pas contesté, contestable. Voilà. Je rappelle qu'il faut être évidemment majeur pour tester. On peut tester entre 16 et 18 ans, mais uniquement sur la moitié de ses biens, sauf si on est mineur et émancipé. Il faut être capable également. Hein. Oui, tout à fait. On va, avant la question des conditions, justement, vous me parlez de l'âge, 16-18 ans. Bon, ça paraît un peu tôt pour commencer à penser à son testament. À quel âge, voilà, à quel moment de sa vie on doit commencer à se préoccuper d'établir, de rédiger un testament? Un testament, c'est la dévolution, la transmission de ses biens. Donc évidemment, on ne peut pas transmettre des choses qu'on n'a pas. À partir du moment où on commence à avoir quelques biens, mais ne serait-ce que quelques économies, et que après c'est une appréhension très personnelle hein, de l'appréhension de la mort et du décès, on peut le faire n'importe quand. Mais bien sûr, il est évident que plus son patrimoine augmente, plus il est compliqué, plus on a intérêt à se poser avec le professionnel, en l'occurrence le conseil des familles qui est le notaire, pour se dire est-ce que je le fais, dans quelles conditions, etc. Dans la pratique, voilà, donc vous dites plus on se construit un patrimoine, plus on aura intérêt à établir, rédiger son testament. Dans les faits, dans la pratique, vous rencontrez des gens de quel âge? Est-ce que c'est parce qu'il leur est arrivé un événement? Enfin voilà, dans les faits, racontez-nous. Concrètement, cet après-midi, je reçois un couple qui achète un appartement. Ils ne sont pas mariés, pas pacsés. Vous savez que quand on achète ensemble et qu'on n'est pas marié, pas pacsé, s'il y en a un qui décède, on n'hérite pas l'un de l'autre, même si on a un enfant. Donc ça sera l'enfant qui héritera. Donc là, ils vont dire, mais comment on peut se protéger? Parce qu'on ne peut pas se retrouver avec un enfant mineur. J'ai un autre exemple qui m'a frappé. Un couple non marié, non pacsé, ils étaient ensemble depuis très longtemps. Et je leur disais à chaque fois, un couple de Japonais que j'appréciais beaucoup. Et elle m'a appelé le vendredi soir à 19h à l'étude, m'a laissé un message, et elle a laissé un message le samedi, elle est décédée le dimanche, et lundi j'ai reçu son compagnon, et je lui ai dit mais je ne peux rien faire pour vous. Et c'est la famille japonaise qui a hérité à 60% de droits de succession, donc vous voyez que ça a vraiment une incidence énorme. Donc on peut faire un testament à partir du moment où on achète ensemble, à partir du moment où on reçoit un patrimoine, et qu'on n'a notamment pas d'héritier, ou qu'on veut se protéger par rapport aux enfants. On peut faire aussi un testament quand on a des enfants, puisque vous savez que la loi prévoit quand on est marié qu'on est protégé, mais on peut mieux se protéger avec un testament, une donation entre époux, ça fait partie de la même chose. Donc en fait, il y a beaucoup de cas où on peut penser à ce testament, évidemment, et il ne faut pas hésiter à pousser la porte d'une étude notariale, parce que je vous rappelle que c'est peut-être un sujet que vous aborderez, mais en tout cas que c'est gratuit. Le conseil est gratuit. Hein, donc, bon, dites-le nous. Alors voilà, ça allait être une question. Ça a un coût de rédiger un testament? Oui, c'est un coût à la marge pour l'enregistrement dans ce fichier national des notaires, qui est de l'ordre de 14 ou 15 euros, donc c'est vraiment rien du tout. Ensuite, le notaire vous proposera quelques euros de conseil pour la rémunération de son travail de conseil, mais ça, c'est encore une fois, tout dépend de chaque notaire, parce que l'acte n'est pas tarifé, sauf le testament authentique, qui lui est tarifé, qui est l'ordre de 150 ou 200 euros. Donc c'est pas une grosse somme. Je me permets juste d'attirer votre attention sur le fond du testament. Vous savez qu'on peut, dans certains cas, évidemment, donner une partie de son patrimoine à quelqu'un d'autre que ses enfants, mais les enfants sont réservataires. Vous savez qu'une partie du patrimoine encore en France est réservée aux enfants. Si on a un enfant, c'est la moitié. Si on a 2 enfants, c'est un tiers, etc. Il y a également des personnes qui n'ont pas d'enfants et qui veulent gratifier notamment un proche, un voisin, un ami, que sais-je. Si vous avez un patrimoine de 100 000 euros, et que vous donnez ce patrimoine avec un legs universel à votre voisin, eh bien, il aura 40 000 euros dans la poche, puisqu'il y a 60 000 euros qui vont aller à l'État. Il y a une autre possibilité, si je suis ce testateur, c'est-à-dire que je veux gratifier mon voisin et que je pense, par exemple, aux enfants, parce que je n'ai pas d'enfants. Je peux très bien léguer l'ensemble de mon patrimoine à une fondation, une association pour les enfants, qui va avoir la charge de redonner 40 000 euros à mon voisin. Et le calcul est suivant, 100 000 euros pour la fondation, 40 000 euros pour le voisin, et 60% de 40 000 euros de droits de succession, ce qui fait 24 000 euros. Donc 40, 24 à l'État, il reste 36 000 euros pour la fondation. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai éclaté ma générosité entre l'État à minima et
la cause qui m'est chère à hauteur de 36 000 €. Ça change quand même beaucoup de choses. C'est intéressant. Ça s'appelle un legs universel avec délivrance d'un legs particulier net de frais et droits à la personne. Les 40 000 €, il les aura de toute façon. Parce qu'Antoine Hurel, on ne peut pas tout mettre, on ne peut pas tout faire dans un testament, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout choisir. Alors dans mon exemple, on peut tout choisir. Je n'ai pas d'enfant, j'aurais pu même donner 100% à cette fondation. Je le peux. Mais si je veux donner la fondation et je ne pas oublier mon voisin de palier, ça c'est la formule que je viens d'expliquer qui est idéale. Ensuite, quand on a des enfants, c'est ce que j'expliquais, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas déshériter ses enfants totalement. Si vous n'êtes pas marié, pas pacsé, c'est encore différent. Vraiment, il y a beaucoup de cas différents. Mais en tout cas, un couple qui achète un bien immobilier, il est évident qu'il faut le conseiller à minima de se paxer et de faire un testament. La meilleure protection reste le mariage, parce que voilà, le législateur n'avait pas été au bout de la protection entre pax et marié. Mais un testament change tout et peut tout changer. Un testament peut tout changer, ça on le retient. Oui. Que peut-on donner comme information en plus que seulement le partage des biens dans un testament ? Alors on peut donner évidemment des indications plus sur le plan émotionnel, ça peut arriver de faire une lettre d'accompagnement du testament pour expliquer pourquoi on fait ce testament. On peut aussi bien sûr disposer de ses obsèques, comment est-ce qu'on souhaite que ces obsèques se soient faites. On peut donner des informations sur le don de son corps à la science. On peut nommer ce qu'on appelle un exécuteur testamentaire, qui est une personne de confiance qui va être là pour exécuter le testament et pour faire en sorte qu'il soit bien respecté. On peut mettre beaucoup de choses dans le testament. Beaucoup de choses. Après, il faut bien... Mon conseil, c'est vraiment de distinguer le juridique de l'affect et du pathos. Il faut bien distinguer les deux. C'est un peu froid, mais de le dire... mais la répartition juridique, c'est une chose. Et moi, je conseille souvent d'accompagner, quand il y a des sujets familiaux tendus, d'une lettre d'accompagnement, d'explication. Mais il faut vraiment faire la part des choses. Antoine Hurel, je vous ai coupé tout à l'heure. Vous disiez donc qu'il faut être majeur. Oui. Il faut aussi respecter certaines conditions mentales. Vous alliez le dire, c'est ça, il faut être en pleine possession de ses moyens. Bien sûr, ça sera un des éléments que le juge regardera, notamment si le testament est contesté. Il faut être en pleine possession de ses moyens, c'est-à-dire qu'il ne faut être évidemment pas incapable, ni en tutelle, ni en curatelle. Alors, excusez-moi, en tutelle, curatelle et sauvegarde de justice, qui sont des dispositions spécifiques, vous pouvez tester. En revanche, quand on est sous tutelle, on ne peut le faire qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Et puis en revanche, si je ne suis ni sous tutelle, ni sous curatelle, et si il est avéré qu'au moment de mon testament, j'ai été poussé par quelqu'un, j'ai été dans un état cognitif ou psychologique ou psychique qui n'était pas normal, il y aura toujours la possibilité de contester. Donc oui, il faut évidemment, et c'est le notaire d'ailleurs qui le vérifiera lors du testament authentique, c'est pour ça que c'est aussi une force par rapport au testament holographe, c'est que le notaire, si je vous ai en face de moi et que je vois que vous n'avez pas vous n'êtes pas en état normal, je ne recevrai pas l'acte. Donc ça, c'était une force importante de l'acte notaire. Il nous reste 10 secondes, juste une dernière question. On peut annuler un testament ? Bien sûr, jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle, on peut annuler son testament. Et bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Antoine Hurel, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro. Pas du tout, rendez-vous lundi, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Vous retrouverez Nicolas Pagnès, évidemment, à la présentation de ce rendez-vous. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.